Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, une bonne soirée aujourd'hui. Je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées en commentaire de la dernière vidéo et également que vous m'avez posées sur Instagram. C'était le but de la vidéo, je l'avais annoncé sur les réseaux. Je réponds à toutes les questions. Il y a eu pas mal de questions intéressantes, très honnêtement. Donc restez bien tout le long de la vidéo. On va traiter de points qui n'ont totalement rien à voir à chaque question. Je vais donner mon avis sur plein de choses. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire à chaque fois. Ok, première question. Salut, j'ai une question pour ta vidéo. Je passe actuellement des tests, Propfirm Topstep, donc quelqu'un qui veut être financé grâce à une Propfirm future qui s'appelle Topstep. Je suis en France, j'aimerais savoir s'il y a un statut juridique que tu conseilles pour l'activité de trading avec les Propfirm. Alors, premièrement, je tiens à le dire, évidemment, je ne suis pas agréé ni certifié pour vous conseiller sur des créations de statuts juridiques. Mais bon, vous pouvez recroiser les informations, je vais juste donner mon avis. Évidemment qu'ensuite, quand les choses deviennent sérieuses, il faut s'entourer de professionnels, de fiscalistes, de cabinets d'experts comptables et autres. Mais dans un premier temps, quand on commence à être financé et à faire des payouts, tant qu'on n'a pas fait de payout, franchement, ça sert pas à grand chose parce que si c'est pour foirer des tests, ça sert à rien de se prendre la tête administrativement, sachant qu'en France, c'est très très lourd ces démarches-là, que ce soit en termes d'énergie, en termes de voilà, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc globalement, concentrez-vous au début sur votre trading, sur votre stratégie, sur valider des challenges. Quand vous allez commencer à faire des payouts, là, évidemment, il va falloir se mettre en règle. Dans un premier temps, le statut de micro-entrepreneur, d'auto-entrepreneur, se suffit à lui-même pour ça. Donc ça s'ouvre assez facilement en ligne, ça se ferme aussi très facilement, ça coûte quasiment rien, il n'y a pas de suivi il n'y a pas de gestion par comptable, on peut le gérer soi-même de façon gratuite. La fiscalité et les charges sociales sont aussi très simplifiées. On paye des charges sociales de façon mensuelle ou trimestrielle à hauteur de, c'est en train d'augmenter de 24% à peu près. Donc sur 100 euros de payout, on va laisser 24% de charges sociales. Et ensuite, le reste ira à l'IR sur notre impôt sur le revenu. Donc ça va s'ajouter aux autres sources de revenus qu'on a si on a un métier à côté et autres. Ensuite, on peut payer ou non de la TVA quand on facture à la propre firme, dépendant d'où est la propre firme. Est-ce que la propre firme est en Europe? Est-ce qu'elle est en France? Est-ce qu'elle est en dehors de l'Union européenne, à Dubaï, je sais pas, aux îles Caïmans, je sais pas. Bref, où est la propre firme? En fonction de ça, il y aura ou pas de la TVA. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit. Ça s'ouvre quand même globalement très facilement et il y a un maximum. Il y a un plafond de 72 000 ou 77 000 euros annuels. Ce qui fait à peu près 70 000 euros de payout annuel, un peu plus. En gros, c'est du 6 000 euros lissé. Si vous gagnez à peu près 6 000 euros par mois grâce au trading, vous pouvez rester plus ou moins dans ce statut-là. Et si les choses deviennent encore plus sérieux, ensuite, il faudra évidemment passer sur des statuts juridiques plus sérieux, plus conséquents, comme une SASU ou une URL, en fonction des conseils que vous recevez quand vous arrivez à des gros chiffres d'affaires annuels. Évidemment, on ne crée pas ces formes d'entreprise. De toute façon, on est obligé d'être suivi par un expert comptable. Donc ensuite, il faut se faire conseiller. Allez regarder plusieurs cabinets d'experts comptables. Faites-vous conseiller. Regardez faites-vous guider. Tout ça, c'est un coût, hein, évidemment, mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc dans un premier temps, ne faites rien. Dans un second temps, selon moi, ouvrez un statut d'auto-entrepreneur pour vos premiers milliers, dizaines de milliers d'euros. Et ensuite, si vous commencez vraiment à faire des gros résultats en trading, mettez-vous dans des statuts juridiques beaucoup plus puissants, beaucoup plus gros, comme une SASU ou une URL, en fonction de si vous voulez vous payer aux dividendes ou vous payer par salaire, en fonction également des autres activités que vous avez. Et puis aussi, à cette troisième étape, il y a aussi le choix de l'expatriation qui peut se poser si vous commencez à gagner beaucoup d'argent, connaissant évidemment la lourdeur de la pression fiscale française. Donc voilà à peu près. Dans un premier temps, vous posez pas trop la question. Si vous n'êtes pas rentable, vous n'avez pas de stratégie, pas de backtest, que vous avez jamais gagné d'argent, ne vous faites pas avoir par tous les forums qui parlent que de fiscalité. Il y a des priorités à ça. Ensuite, se mettre en règle, c'est une conséquence de l'argent qu'on gagne. Faut le faire dans le bon ordre, selon moi, c'est quand même plus pertinent. Donc voilà un petit peu ce que j'en pense. Recroisez les informations avec ce que vous pouvez trouver. Et voilà. Prochaine question, est-ce qu'on peut aller chercher les mêmes performances avec un trading one setup entry qu'avec un trading de confluence? Et également, est-ce qu'il y a d'autres différences en termes de résultats atteignables avec ces deux approches? One setup entry, trading de confluence, je l'avais présenté dans une vidéo il y a quelques mois. C'est pas exactement la même création de stratégie. C'est pas la stratégie, elle est pas faite exactement de la même manière. Maintenant, est-ce qu'il y a une corrélation sur la performance? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y a de différence de performance. D'une manière
général, cette recherche de performance est souvent une fausse bonne idée. Je l'ai souvent dit, l'argent ne se fait pas par la performance, elle se fait par le capital. Une performance de 40, 50, 70, 80 R à l'année, c'est très bien, c'est votre objectif. C'est avec ça que vous allez vous rémunérer. Ensuite, quand on parle de performance, qu'est-ce qu'on veut dire? Si on prend la métrique que j'ai expliquée plusieurs fois, le nombre de R par trade, c'est-à-dire j'ai généré 50 R sur 100 trades pris, donc je suis à 0,5 R par trade. Euh, Est-ce que votre métrique de performance, c'est votre nombre d'R par trade? Ça peut être ça, par exemple, vous pouvez aussi vous dire, bah, avec un trading one setup entry, je vais prendre 100 trades dans l'année pour 50 R. Avec un trading de confluence, je vais peut-être prendre 50 trades pour 40 R. Du coup, j'ai un meilleur R par trade dans le trading de confluence que dans le trading de one setup entry. Mais par contre, j'ai moins de R. Le one setup entry m'aurait fait 40 R, alors que le trading de confluence m'en fait 40, me fait 10 R de moins. Donc en fait, c'est quoi? Est-ce que c'est le plus de R possible à l'année? Est-ce que c'est le plus de R par trade, le meilleur ratio de R par trade? Est-ce que c'est le plus de trades pris? C'est-à-dire on peut avoir 1000 trades dans l'année, on a 0 de R par trade, mais on fait beaucoup d'R. C'est le plus de pourcentage. Donc est-ce que la performance se joue aussi sur la gestion de risque? Je mise plus gros parce que j'ai un gros win rate, donc je perds pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de séries de trades perdants, donc j'ai pas besoin de risquer 0,5% ou 1%, je peux risquer 2% par position. Bah, déjà, de comment se mesure la performance? La performance, il y a beaucoup de gens qui parlent de performance, mais en fait, on peut attaquer le point de vue de la performance de plein de manières. Je vous en ai cité trois. Le plus d'air, enfin, je le cite plus d'air, R par trade, plus de trucs. Voilà. Est-ce que la performance aussi, c'est le temps passé? C'est-à-dire faire le plus d'air et passer le moins de temps sur les graphiques. Pour certaines personnes, ils veulent trader 3-4 heures par semaine, quitte à faire un petit peu moins de performance. Et en fait, ils ont un ratio de temps passé à l'heure, un revenu à l'heure qui est beaucoup plus intéressant que d'autres personnes. Ça peut être aussi une autre mesure de la performance. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des gens qui sont performants avec tout. Et la fausse bonne idée, c'est de penser qu'il y a des supports qui sont plus performants que d'autres. Les traders Ishimoku, ils sont plus performants que les traders SMCICT, ou les traders SMCICT sont plus performants que les traders au carnet d'ordre, que eux-mêmes sont plus Ça, c'est des conneries. Moi, ça fait quand même assez longtemps que je suis dans le trading et j'ai vu des gens performants partout, j'ai vu des gens mauvais partout. Il y a des mecs avec des moyennes mobiles, une compréhension du prix assez simple, mais une grosse rigueur. Ils arrivent à battre le marché. Alors effectivement, ils n'ont pas les meilleures performances du monde, mais globalement, ils battent les marchés et ils sont bien meilleurs que des gens qui essayent de toujours pixel le marché avec leur liquidité à la con. C'est pas non plus de cette manière-là Vous voyez, il y a des gens qui réussissent avec tout. Il y a des gens qui sont très bons avec le one setup entry et d'autres qui sont très mauvais avec le one setup entry, d'autres qui vont faire du trading de confluence très bien et d'autres qui vont être très mauvais. Il y a des gens performants partout, avec toutes les méthodologies, et il y a des gens mauvais partout avec toutes les méthodologies. Une fois qu'on a compris ça, on a pris de la hauteur sur les guéguerres d'unité temps, les guéguerres lui, il est avec les indicateurs techniques, il est arriéré, lui, il est avec SMCICT. Toutes ces guéguerres-là, elles ne servent à rien. Je dis pas que, attention, hein, tu as posé la question, mais c'est simplement pour le dire à tout le monde. C'est-à-dire, ne vous faites pas avoir par des gourous trouvez votre manière d'aborder les marchés et puis allez tout droit. Travaillez, mettez en place une stratégie qui correspond à vous, hein, à vos limites psychologiques, à votre aversion au risque, à votre disponibilité. Backtester cette stratégie. Ensuite, allez trader avec une stratégie de capitalisation et vous allez faire de l'oseille. J'espère que c'est plutôt clair. Troisième question aussi très intéressante. Quels sont les schémas ou comportements récurrents que vous avez observés chez les traders investis, ceux qui souhaitent vraiment faire du trading leur métier, mais qui échouent malgré tout? Je ne parle pas ici des profils qui cherchent simplement à s'enrichir rapidement et abandonnent après 2 semaines. À l'inverse, quels sont les traits ou habitudes spécifiques aux traders qui réussissent sur le long terme? Quelle est la caractéristique en gros commune des traders qui réussissent? C'est un peu compliqué parce qu'il y a plein de choses que j'ai remarquées. Globalement, la première chose, c'est avoir des illusions et des attentes correctes du trading. Si on n'a pas les bonnes illusions, les bonnes attentes du trading, que ce soit des attentes trop faibles ou généralement, dans la majorité des cas, des attentes beaucoup trop importantes, même si on commence à capter un peu comment ça fonctionne, commence à avoir la bonne philosophie du trading, si les attentes sont trop élevées, on finira par se dégoûter du trading parce que on n'est pas aligné vis-à-vis des attentes. Si on pense en termes de performance notamment, moi j'ai déjà vu des traders qui ont des performances que je juge bonnes, mais eux ne les jugeaient pas bonnes. Ils se sont forcément frustrés avec le temps et ont abandonné le trading. Donc, il faut avoir un plan correct, avoir des bonnes attentes du métier de trader, comprendre un petit peu vraiment le trading. Une fois que tu as compris
ce qu'est un trader, c'est-à-dire le côté probabiliste du trading, le côté, le capital, c'est ça qui fait l'argent, c'est pas la performance. Le Tout ce côté-là, ce côté, de perdre un trade, c'est pas forcément avoir tort. Toutes ces choses-là, c'est toute cette philosophie du trading, voilà, on juge nos prises de décision, on juge pas nos résultats. Tu peux avoir fait une semaine avec 2 TP et avoir fait une mauvaise semaine. Tu peux avoir fait une semaine avec 2 SL et avoir fait une bonne semaine. Toute cette philosophie-là, quand on l'a un peu compris, généralement, ça se passe plutôt bien. Donc, les illusions, les attentes correctes du trading. Ensuite, il y a les personnes quand même qui ont tendance à réussir, c'est les personnes qui sont plutôt organisées, étape par étape, qui sont plutôt minutieux, précis, rigoureux sur leur plan. En gros, ils savent leurs problématiques, ils se disent ok, ben moi je sais pas tout, je sais qu'il faut que j'apprenne le trading, il sait qu'il faut que je mette en place une stratégie, faut que je reste organisé, faut pas, voilà, les gens qui papillonnent toujours, qui se font toujours avoir par un groupe Telegram, par une nouvelle chaîne YouTube qui propose une méthodologie miracle pour apprendre le trading, puis ensuite ils vont se mettre à trader, ils tombent, puis ensuite ils repartent sur du backtesting. Voilà, moi ce que j'aime, c'est ceux qui réussissent, même si c'est ceux parfois qui prennent du temps, mais ils y vont étape par étape, rigoureux, précis. C'est des gens en fait organisés dans ce qu'ils font. Quand ils travaillent pas en train de tracer des graphiques dans leur toilette. Ils vont travailler 1 heure par jour, toujours à la même heure. Et quand ils font du trading, ils font que ça. Ils mettent leur téléphone en off, pas de notification, ils bossent sur ça. Ils sont peut-être pas bons au début, mais avec le temps, ils vont apprendre. Et vu qu'ils sont minutieux dans leur apprentissage, ils sont rigoureux dans leur apprentissage, les résultats se voient très bien. Donc, premièrement, illusion, attente correcte. Deuxièmement, être organisé. Troisièmement, je dirais qu'un comportement qui est assez régulier chez les traders qui réussissent, c'est un mix assez bizarre entre l'humilité d'apprendre. Tant qu'on n'a pas des bons résultats, on a cette humilité de se faire coacher parce qu'il y en a plein qui n'ont pas cette humilité-là. J'ai déjà accompagné pas mal de personnes qui sont beaucoup trop têtues. Et en fait, quand tu connais rien à un domaine, il faut avoir l'humilité de se faire encadrer, de se faire accompagner. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur notre accompagnement et que vous voulez discuter trading avec nous, réservez un petit appel, c'est gratuit. C'est un appel pour discuter de trading, ça dure 30-40 minutes, on mord pas, je vous l'assure. Vous réservez un appel, on discute de trading ensemble. Réservez des appels, on a des créneaux en ce moment. Le lien est dans la description en commentaire épinglé. Donc, voilà, un mix bizarre, je disais, entre l'humilité, très importante, et tout de même un peu de confiance en soi. En fait, c'est j'ai confiance en moi, je sais où je vais, mais j'ai l'humilité de quand je me plante, je prends du recul, quoi. C'est un peu étonnant, mais bon, c'est pas si antinomique que ça parce qu'il y a des gens qui ont un petit peu ce mix-là entre je suis humble, je sais pas tout, je sais que parfois j'ai faux, parfois j'ai tort, parfois je me plante. Mais globalement, quand je fais les choses bien, j'ai confiance en moi, voilà. C'est à peu près j'ai l'impression les 3 patterns récurrents. Il y en a peut-être d'autres que j'oublie chez les gens qui réussissent. Quatrième question, moi je suis perdu dans le manque à gagner. Chaque jour, je peux faire 15 fois en pip flottant, en trade, en trade flottant, quoi. C'est-à-dire le trade n'est pas booké, le trade n'est pas terminé, et je finis à x3 en fin de journée. Bon, je ne sais pas ce que ça voudrait vraiment dire x15, x3. Ce qui est intéressant dans la question quand même, c'est un truc très important à intégrer dans le trading, c'est le manque à gagner. Le manque à gagner en trading est inéluctable. Euh, c'est inéluctable. Il y a pas de manière de contrer ça. On pourra jamais prendre l'entièreté du marché à la hausse, à la baisse. On n'aura jamais une stratégie. Parfois, on prend nos 3 R et le marché, il va jusqu'à 7-8 R. Et on se dit, putain, si j'avais fait un stop suiveur, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent cette fois-ci. Et la fois d'après, on va mettre un stop suiveur. On aurait pu faire 3 R, sauf que ça nous stoppe à 1 R. Et là, on va se dire, ah bah là, si j'aurais dû avoir un stop fixe au lieu d'avoir un stop suiveur. Il y a toujours des manières de. En fait, on peut pas optimiser la performance parce que ça voudrait dire qu'on sait exactement ce que le marché va faire. Donc, le manque à gagner, si tu as un gros mouvement de 100 pips dans la journée et que tu as pris un trade à 30 pips, félicite-toi. Si c'est ta stratégie, applaudis-toi. Tu n'aurais pas pu faire mieux parce que tu sais pas ce que le marché va faire, sinon c'est beaucoup trop simple. Il faut un plan et tu vois, c'est comme les sorties en crypto, les sorties de bull run en crypto. Beaucoup trop de gens veulent timer de plein de manières différentes le top du marché. C'est pas possible. Vous pouvez l'avoir par coup de chance. Vous allez peut-être timer le top du marché crypto par coup de chance. Les gens qui ont un plan, ils vont sortir en plusieurs fois, ils vont faire des sorties dégressives sur leurs altcoins en fonction de l'avancée du bull run. Ils savent pas exactement quand le marché va se retourner et c'est pour ça qu'ils vont sortir en plusieurs fois avec une gestion de sortie qui est précisée même avant le bull run, qu'ils connaissent avant le bull run. Il y aura du manque à gagner, mais le manque à gagner, c'est inéluctable en trading. Tant qu'on n'a pas intégré cette notion dans la tête, on est mort sur les marchés. Euh, Ton but, c'est de faire, je sais pas, 30, 50 pips par semaine. Ton but, c'est de faire 40, 50, 60, 70 R par an. Ton but, c'est d'avoir peut-être sur 100 trades à l'année, d'en gagner que 40.
C'est ça ton but en trading. Et c'est pour ça que je reviens sur le point d'avant, les attentes et les illusions. En fait, trop de gens ont pas des illusions correctes du trading et du coup, ils savent pas vraiment vers quoi aller. Mettez les yeux en face des trous, suivez notre chaîne YouTube, je vous en supplie, vous allez devenir beaucoup bien meilleur, abonnez-vous et vous allez voir qu'avec le temps, en suivant bien les vidéos et regardez les 15-20 dernières vidéos qu'on a sorties, les choses, vous allez les comprendre. Moi, j'explique la réalité du trading. Donc le manque à gagner en trading est inéluctable. Je passe à la question d'après. Je remarque que beaucoup de traders, dans des podcasts ou diverses vidéos, commencent généralement avec le forex et les matières premières, un peu comme l'or, quand ils font leur premier pas dans le trading. Et tout ça en CFD. Au fil du temps, ils quittent un peu les CFD, beaucoup s'orientent vers le Nasdaq, le S&P 500, donc les indices américains, et vont trader en futur. Puis, ils ne traitent que ces deux actifs. Donc, je voulais savoir si être en CFD, c'est associé à l'image du trader débutant. Première réponse que je vais t'apporter, oui, tu peux être, t'es souvent considéré comme un trader débutant quand tu es sur du CFD, en tout cas par les traders futurs. Est-ce que c'est une étape incontournable, le fait de trader en futur et d'abandonner le CFD? Alors, je vais te répondre à cette question parce qu'elle est très intéressante. Je la trouve vraiment très pertinente comme question. Et je vais te dire ce que j'en pense. J'ai pas la science infuse non plus, je vais donner mon avis. Est-ce que le CFD est la porte d'entrée majoritaire en trading, beaucoup plus que le futur? Ma réponse est oui. Il y a beaucoup plus de gens qui sont arrivés dans le trading de par les marchés CFD que de par les marchés futurs. Est-ce que la finalité, c'est forcément de finir sur les marchés futurs? Ma réponse, elle est non. Alors, pourquoi il y a plus de gens qui font du CFD que du futur au début? Premièrement, c'est accessibilité. Les courtiers CFD sont beaucoup plus accessibles que les courtiers futurs. De par les marchés, ils proposent beaucoup plus de cotations, de par les horaires d'ouverture, hein, les CFD, même les indices, ils peuvent les coter 24/24, hein. On peut trouver du Nasdaq coté 24 heures sur 24. Et puis même, surtout, l'entrée en capital. En CFD, on peut trader avec 500 euros. Avec les marchés futurs, il faut plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros pour un premier dépôt. Donc déjà, l'accessibilité des marchés CFD est beaucoup plus simple et elle est faite exprès. Toute la com, de toute façon, est faite là-dessus aussi, des courtiers CFD. Mais c'est beaucoup plus accessible de commencer par du CFD que de commencer par du futur. Ensuite, ça n'empêche pas qu'il y a des traders CFD qui sont très bons et qui vont rester sur les marchés CFD. Il y en a d'autres qui vont finir par aller vers des cotations futures. Mais pour moi, c'est un petit peu un leurre. Tu vois, il y a une guéguerre un peu débile entre les traders CFD et futurs, enfin surtout les traders futurs qui prennent de haut les traders CFD, parce que beaucoup de traders futurs, prennent les traders CFD pour des ahuris. Moi, ce que je pense réellement de ça, c'est que c'est pas, CFD ou futur qui va faire que tu es rentable. C'est pas parce que tu es pas rentable sur les marchés CFD et ensuite tu vas, transitionner vers les marchés futurs et miraculeusement les choses vont bien se passer. C'est pas du tout le cas. Pareil pour les marchés. Si t'es pas bon et que tu fais que perdre de l'argent et que t'as pas de strat, que t'es pas bon, que t'as pas de performance sur le forex, c'est pas en changeant de classe d'actifs que ça va bien se passer non plus. C'est un support. Les courtiers CFD sont un support pour prendre des positions, pour avoir une stratégie, pour exécuter son plan. Les courtiers futurs sont un support, pareil, c'est la même chose. Alors effectivement, peut-être les courtiers CFD sont un peu moins compétitifs, notamment au niveau des frais, mais c'est pas ça, c'est pas ce petit grappillage de rentabilité qui va changer grand-chose à la fin des comptes. Moi, je suis un bon trader. En tout cas, sur les dernières années, j'ai des performances qui me conviennent. Mettez-moi sur CFD, mettez-moi sur futur. Je trade le forex, donc évidemment, ça me ferait chier de changer de classe d'actifs. Mais si on m'interdisait le fait de trader le forex et on me dit, bah, t'es obligé de trader, je sais pas, une autre cotation, je m'en sortirais. J'aurais peut-être un temps d'adaptation, je repasserais peut-être un petit peu en backtest, je prendrais un peu de hauteur sur ma stratégie, mais très rapidement, je m'en sortirais très très bien sur les marchés futurs. J'en suis convaincu parce que j'ai confiance en mon trading et je sais que j'ai la bonne mentalité, j'ai la bonne philosophie, la bonne vision du trading, les bonnes stratégies. Voilà, c'est de la confiance d'un soir de dire ça. Maintenant, c'est pas le marché, c'est pas la classe d'actifs, c'est pas le courtier qui fait la rentabilité. Donc, est-ce que c'est une finalité de transitionner? Pour moi, non. Les traders futurs, ils vont te dire oui, les traders CFD, ils sont pas bons. Nanana. Très bien, ok. On parle en argent, on parle en résultat, c'est ça qui est intéressant. Finalement, c'est la performance à comparer. Je pense que c'est ça en fait. Si toi, t'es convaincu de ce que tu fais, voilà. Et par contre, c'est vrai que il faut quand même le notifier, je parle de ça à l'heure actuelle quand même. Parce que c'est vrai qu'en fait, à un moment donné, les marchés CFD étaient mal vus. En fait, les cotations CFD, c'est pas très vieux.
Enfin, c'est pas très vieux, ça a un peu plus d'une dizaine d'années. Mais en fait, il y a, dans les années 2010, il y a plein de courtiers CFD qui étaient pas du tout sérieux, qui ont fait plein de scams. Ça s'est régulé avec le temps parce qu'en fait, quand il y a un nouveau marché, bah, il y a toujours plein d'acteurs malveillants qui arrivent et le marché se régule. Un peu comme les prop firmes, ce qu'on est en train de vivre là ou ce qu'on a vécu les 2 dernières années. Les prop firmes, c'est un nouveau secteur, une nouvelle activité. Donc, il y a plein de gens malveillants avec des prop firmes malveillants qui ne payent pas, qui dérogent aux règles et qui ne payent pas leurs traders qui sont bons. Le marché va se réguler. Pour moi, les prop firmes vont jamais s'arrêter. Et puis, les meilleurs prop firmes resteront sur le marché. Les prop firmes pas sérieuses vont être triées naturellement par le développement de ce marché-là. C'est ce qui s'est passé avec le CFD. Dans les années 2010, il y avait beaucoup d'arnaques. C'était vraiment compliqué de trader sur les courtiers CFD. Ça s'est trié avec le temps et les arnaques aux courtiers CFD, il n'y en a pas énormément. Maintenant, tu traites chez XTB, tu traites chez IG, tu es très bien logé. Ils vont pas modifier les cotations comme ils vont pas changer les cotations comme ce qu'on entend souvent. Ils vont te payer, ils sont très bien. Tu vas chez Oanda, c'est très bien. Tu vas sur ces gros courtiers CFD, c'est la même chose que sur les courtiers futurs. Après, ça dépend des classes d'actifs que tu veux trader. Voilà mon avis. Je pense que j'ai pas mal épilogué. Je vais passer à la sixième question. Pourquoi le prix, durant un retournement, lorsqu'il atteint un buy side, sell side, a tendance à prendre non pas une fois la liquidité, mais 2 fois avant de se retourner? J'en ai aucune idée. Voilà, alors apparemment quand le prix se retourne, il faut qu'il y ait 2 prises de liquidité. Alors déjà, est-ce que c'est prouvé statistiquement? Est-ce que tu as essayé de recueillir de la donnée là-dessus? Moi, j'en ai pas à portée de main, donc j'en sais rien si le prix a plus de chances de se retourner 2 fois, enfin après 2 prises de liquidité plutôt qu'une. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on définit comme prise de liquidité? Est-ce que c'est de la liquidité interne comme une fair value gap? Est-ce que c'est de la liquidité externe comme un sommet ou un creux, un bout de mèche qu'on vient prendre? Et puis, une double prise de liquidité sur quelle unité de temps, quel type de liquidité, est-ce qu'il y a de la data là-dessus? J'en ai jamais vu. Donc, vu que j'ai jamais vu de data, de données et que je me suis jamais intéressé au sujet, je ne me permettrai pas de chercher grand-chose là-dessus. Donc, j'en sais rien. Très honnêtement, je suis désolé, je ne sais pas. Peut-être qu'un youtubeur ou un analyste l'a dit et il avait des données pour le dire. Enfin, un trader, hein, un trader a déjà prononcé ça, mais en tout cas, à titre personnel, c'est pas quelque chose que j'ai pu voir. C'est peut-être un ressenti de trader que tu as pu écouter. Ou toi-même alors. Septième question, comment distinguer si le prix est bullish et passe à un order flow bearish? En gros, la question, hein, c'est comment savoir si c'est un retournement ou un retracement? Le retracement d'une tendance ou le retournement, le changement de tendance. Premièrement, il y a des mots qui me dérangent dans ta question, c'est le fait de savoir. En trading, il n'y a pas de certitude, il n'y a que des probabilités. On ne sait jamais ce que le prix va faire. Si vous suivez des influenceurs, des traders, des youtubeurs, des collègues, hein, finalement, qui vous parlent en certitude, qui savent ce que le prix va faire, fuyez. Personne ne sait ce que le prix va faire. Même les meilleurs ingénieurs, les meilleurs traders du monde n'en savent rien. Moi, ce que je sais, c'est que il y a des choses qui sont vraies à l'instant T. Ça, je peux dire que je suis dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière. À l'instant T où je le regarde, je peux l'affirmer. Donc ce qui est vrai dans le temps, ce qui est vrai à l'instant T n'est pas forcément vrai dans le temps. C'est vrai au moment où on l'observe. Donc si on est dans une tendance haussière et que le prix commence à se retourner, je vais penser probablement, dans un premier temps, à un retracement. Il y a plus de probabilité qu'on soit en train de retracer pour corriger la tendance actuelle. Si le retracement se prolonge, bon, bah forcément, au bout d'un moment, je vais finir par parler de retournement. Maintenant, moi, les points que j'ai envie de te faire relever dans cette question-là, c'est que premièrement, il ne faut pas parler en certitude, on n'en sait rien. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas quand un marché se retourne ou quand un marché retrace. Et non seulement j'en sais rien, mais en plus je m'en fiche. Parce que je ne cherche jamais à savoir le pourquoi, je ne cherche pas à comprendre tous les mouvements. Tu sais, je vais dire un truc, là, dans une semaine de trading, 90% du temps, le prix ne m'intéresse pas. Je prends 2, 3, 4, 5 trades par semaine, mais tout le reste du temps, c'est que je ne suis pas sur le marché. Je ne suis pas sur le marché parce que je ne comprends pas le prix. Je ne sais pas ce que le prix veut dire. Le prix ne m'intéresse pas. Le but en trading, c'est pas d'expliquer tous les mouvements de toutes les manières. 90% des mouvements, je ne les comprends pas. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire, je ne les interprète pas. C'est pour ça que je suis pas en position parce que j'ai pas de stratégie sur ces mouvements-là. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que quand j'ai des patterns et certaines zones d'exécution, certains setups, là, quand je suis en position, je veux battre les marchés sur le long terme. Sans certitude toujours, mais c'est là que je me positionne. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, j'ai pas de technique magique ou de boule de cristal pour savoir si le marché se retourne ou retrace. J'ai envie de dire peut-être l'avancée, l'âge de la tendance, hein, une étude parce que j'en parlais mais il y a plus longtemps sur YouTube, mais l'âge de la tendance, estimer l'âge de la tendance, mais c'est qu'une estimation. Voilà. Donc, dernière question, comment on utilise l'ETF? Donc, je suppose les time frames, comment on utilise les unités de temps.
Ce qui est intéressant, en fait, avec les unités de temps, c'est que les unités de temps sont un axe de données, en fait. C'est-à-dire que plus on va sur des unités de temps petites, plus on va chercher de données de précision sur un chandelier H1. On a 4 informations: prix d'ouverture, prix de fermeture, prix le plus haut, prix le plus bas. Si dans cette même heure, je décide d'aller en M1, donc en 1 minute, je vais avoir 60 chandeliers. Donc je vais avoir 60 fois plus d'informations. Je vais avoir donc 240 informations, avec, 1/4 de prix d'ouverture, 1/4 de prix de clôture de chandelier, 1/4 de mèche haute, 1/4 de mèche basse. Donc c'est en fait, ce qu'on manage, c'est vision d'ensemble sur les grosses unités de temps, vision de précision sur les unités de temps plus petits, et tout ça doit s'imbriquer. Et c'est pour ça que maintenant on parle beaucoup, enfin c'est un terme qui est employé, mais ça a toujours été le cas, fonctionner en top-down analysis. C'est-à-dire, j'analyse sur les hautes unités de temps, mon billet, je vais sur des unités de temps un peu plus faibles pour aller chercher des zones d'exécution, puis je vais encore sur des unités de temps plus faibles pour voir si mon marché réagit dans mes zones. Et si j'ai des confirmations sur des petites unités de temps dans mes zones. Toutes les unités de temps, toutes les time frames, les TF, sont censées s'imbriquer les unes par rapport aux autres. C'est qu'une question de données, c'est qu'une question de est-ce que je zoome parce que j'ai besoin de cette information-là, ou est-ce que je vais en daily ou en 4 heures parce que j'ai besoin d'une autre information, en fait. Maintenant, au début, c'est un peu archaïque. Il faut se limiter dans l'utilisation d'unités de temps, dans un premier temps. On se donne 2 unités de temps, par exemple 4 heures et M15, ou 1 heure et M5, ou daily et H4, mais 2 unités de temps, ou 3 unités de temps, mais pas plus. Je pense que c'est bien de se limiter dans un premier temps, parce que en fait, des unités de temps, mais il y en a plein. Et après, le but, c'est pas que ça devienne un gros brouillon dans votre tête. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. Ça m'a fait plaisir de répondre aux questions de tout le monde. N'hésitez pas à débattre avec moi sur toutes les opinions que j'ai pu développer dans cette vidéo. J'en ai développé plein. J'espère vraiment que la vidéo vous a fait kiffer. Mettez un like, un petit commentaire, hein, et abonnez-vous pour référencer la chaîne. C'est 3 petites actions, c'est gratuit, ça permet de référencer la chaîne. Un petit like, un abonnement, un commentaire, et ça donne de la visibilité à nos vidéos pour qu'on continue à donner de la valeur, et à élever le plus possible le niveau de trading de tout le monde. Je pense que c'est une bonne chose. Et puis si vous voulez discuter de l'accompagnement, le lien est en description. Si vous voulez discuter de trading, le lien est dans la description. Un appel gratuit avec moi. Je mords pas, je prends toujours beaucoup de plaisir à échanger avec chacun en trading, surtout à voix haute, sous forme de discussion. Merci à tous, et puis on se dit à la prochaine. Allez, salut!